Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Radio Courtoisie d'abord, au Libre Journal des Chevaux Légers ensuite. Au seuil de cette 54e émission, permettez-moi évidemment de vous présenter tous mes vœux pour 2020. Et je choisis de vous présenter ces vœux lorrains de Pierre Gaxotte, qui sont bien sûr sécularisés dans l'usage commun et contemporain, mais que sur ce plateau, je choisis bien sûr de vous adresser exhaustivement. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et le paradis à la fin de vos jours. C'est rapporté par Pierre Gaxotte dans Mon village et moi, publié, ça ne s'invente pas, en 1968. Ce n'est pas, chers auditeurs, de Pierre Gaxotte que nous parlerons ce soir, mais d'un autre historien français. Celui-ci est languedocien et non lorrain, il est légitimiste et non d'Action française. Il est sans doute davantage intéressé par Louis XVI que par Louis XV, encore qu'après tout, il est préfacé la biographie de Louis XV par Paul del Perugia. Cet historien, c'est Jean de Vigry, le regretté Jean de Vigry, qui est mort le 15 décembre dernier. C'est à Jean de Vigry que les Chevaux Légers rendent ce soir hommage. Un hommage à la fois admiratif et polyphonique, puisque je reçois ce soir, et dans cet ordre, Miguel Ayuso, qui est professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel à l'Université pontificale de Comillas à Madrid, auteur notamment de l'esprit à la lettre, publié donc en langue française en 2008 chez L'Homme Nouveau. Je reçois également Philippe Pichot-Bravard. Bonsoir Philippe Pichot-Bravard. Bonsoir. Alors vous êtes bien connu de nos auditeurs, vous êtes entre autres vous-même patron d'émission sur Radio Courtoisie, vous êtes aussi maître de conférences en histoire du droit public, vous êtes entre autres l'auteur de La Révolution française, publié en 2014 chez Via Romana. Participeront également à cet hommage Laurent de Capellis, qui est journaliste, qui est l'éditeur des Catholiques peuvent-ils encore agir en politique, publié il y a quelques semaines chez L'Homme Nouveau. Bonsoir Laurent de Capellis. Bonsoir. Vous êtes également en plateau. Et puis, en fin d'émission, nous recevrons en duplex téléphonique en raison de la distance, successivement l'abbé Georges Passera, qui est prêtre catholique, bibliothécaire de l'Académie des Jeux Floraux, président de la Société d'Histoire du Tarn-et-Garonne. Et puis, Marie-Pauline de Swart, qui est professeure émérite de droit public, auteur de Pour une politique naturelle, chronique d'une France à relever, publié chez L'Homme Nouveau en 2019. En préambule, chers auditeurs, permettez-moi de vous annoncer qu'une messe de Requiem sera célébrée samedi 11 janvier à 10h du matin à Notre-Dame de Consolation, dans la forme extraordinaire du rite romain. C'est au 23 de la rue Goujon, dans le 8e arrondissement de Paris. Mais commençons, puisque l'œuvre de Jean de Vigry rayonne au-delà de nos frontières, par écouter Miguel Ayuso. Bonsoir Miguel Ayuso. Bonsoir, bonsoir. Je suis très content de vous entendre, je vous remercie de ce duplex en direct de l'Espagne. Miguel Ayuso, vous êtes professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel à l'Université pontificale de Comillas à Madrid, je l'ai dit. Oui, c'est ça. Miguel Ayuso, vous avez publié dans ABC, le célèbre quotidien conservateur espagnol, une nécrologie de Jean de Vigry. C'était le 24 décembre, à la veille de Noël. Et dans cette nécrologie, évidemment, vous commencez par rappeler le parcours de Jean de Vigry, son agrégation d'histoire en 1959, son doctorat en 1973. Quant à vous, Miguel Ayuso, vous avez participé à son Liber Amicorum, le livre des amis, dirigé par Philippe Pichot-Bravard, qui est présent en plateau et auquel vous avez remis une contribution. Le Liber Amicorum de Jean de Vigry a été publié en 2017 chez Via Romana. Et puis, Miguel Ayuso, vous aviez demandé à Jean de Vigry, et il avait accepté, d'entrer au Conseil d'études hispaniques Philippe II, et vous nous en direz un peu plus à ce sujet tout à l'heure. Mais commençons par une première question très simple, Miguel Ayuso. Vous portez un jugement admiratif dans cette nécrologie, un jugement admiratif sur cet érudit qu'était Jean de Vigry, que vous appelez, la traduction est de moi, un grand historien traditionnaliste français. Vous dites aussi qu'il avait des convictions fermes, qu'il effectuait des recherches sérieuses et que ses manières étaient aimables. Miguel Ayuso, pourquoi est-ce que l'œuvre de Jean de Vigry est importante à vos yeux? Oui, j'ai eu la chance excusez-moi d'abord parce que mon français, ce n'est pas très bon et plutôt pénible. Mais quand même, j'essayerai de dire quelque chose, j'espère d'être compris. J'ai eu la chance de faire la connaissance de Jean de Vigry je crois qu'était 1990.
Et à l'époque, le centre Montoriol que Arnaud Jaïr avait fondé à Montauban, exactement la ville où nous a quitté Jean de Viguerie il y a quelques semaines, et le centre Montoriol organisait chaque année à Lourdes un congrès pèlerinage très important et très intéressant. Et je me souviens d'avoir connu là, aux cardinaux Stickler et Todi, et je connaissais déjà, j'étais ami de Dom Gérard, l'abbé Douvarou, de Gustave Thibon, de Jacques Trémollet de Villers, d'Arnaud Delossis. Et j'ai eu la chance de connaître là personnellement parce que par correspondance, nous avons déjà des échanges, mais je ne l'avais pas connu, Jean Madiran, etc. Et c'est-à-dire que c'était une occasion très importante pour connaître un peu les milieux traditionnalistes, pour dire, des Français. Et Jean de Viguerie était très fidèle, et chaque année, comme moi-même de l'Espagne. Donc j'ai eu la chance pendant 5-6 années de lui rencontrer chaque année. Donc nous avons fait amitié et j'ai commencé à lui envoyer mes publications. Et j'étais un très jeune professeur à l'époque, mais il était énormément attentif, énormément courtois, et il était il m'a accueilli très bien. Et de quoi parliez-vous, Miguel Ayuso, oui, avec Jean de Viguerie? Oui, nous avons parlé d'histoire, bien sûr, nous avons parlé des liturgies, nous avons parlé des politiques, c'est-à-dire nous avons parlé des sujets qui intéressaient au monde catholique traditionnaliste à l'époque, que ce sont généralement les questions qui nous intéressent aujourd'hui encore. C'est-à-dire Oui. Et quelques années après, j'ai lui invité à faire une conférence à l'université d'été très importante, qui à l'époque était à l'université Complutense de Madrid, la plus importante, comme la Sorbonne à Paris, et pendant les mois d'août à l'Escorial. Il n'est pas venu, mais il m'a envoyé son grand ami, qui est devenu aussi mon grand ami, René Pilorget. Dans le livre des mémoires que de Viguerie a publié il y a quelques années, intitulé « Les passés ne meurent pas », il dit que ses grands amis étaient René Pilorget et Xavier Martin. Et j'ai invité cette fois-là Pilorget. Et après, j'ai connu à Bolzano, dans le nord d'Italie, c'est-à-dire dans le sud-Tyrol, si nous voulons être plus précis, à Xavier Martin. Donc, un peu tous les cadres de référence amicales des gens de Viguerie étaient aussi les miens en Espagne. Donc nous avons continué à avoir des rapports par correspondance, mais je crois que je ne lui pas rencontré à nouveau depuis la moitié des années 90. Miguel Ayuso, vous dites dans cet article que Jean de Viguerie était attentif non seulement aux faits, mais aussi à la vérité philosophique. Vous dites qu'il a écrit une œuvre, acrébiosa, stimulante. Il était surtout un historien décidé de la pensée, c'est-à-dire un historien des matrices philosophiques. Il n'était pas un historien positiviste. Et c'est clair que les données, ce sont très importantes pour un historien. Mais pour les philosophes aussi, pour les philosophes réalistes. Mais de Viguerie était exceptionnel dans la vision générale, dans le cadre général de l'évolution, du développement des événements. Et donc, je crois qu'il s'est défini même comme un historien décidé dans son livre des mémoires. Et un historien engagé. Oui. Mais Miguel Ayuso, donc c'est d'abord dans Jean de Viguerie, l'historien des idées que vous voyez, on sait qu'il a aussi été un historien de l'éducation, un historien du catholicisme, oui. Un contemporanéiste, un animal un peu étrange finalement, un 18e français de droite. On l'aurait peut-être davantage attendu comme historien du XVIIe siècle. Vous, c'est l'historien des idées que vous retenez. Vous pensez que c'est là que c'est dans ce domaine que se sont épanouis tous ses talents et c'est là que son œuvre aura été la plus féconde? Oui, je crois
parce que même dans les ouvrages qui concernent les aspects de l'éducation ou l'histoire des Lumières en France, etc., mais c'est plutôt les cadres généraux qui marquent l'œuvre de Viguerie, et bien sûr aussi les données, l'explication des faits, mais surtout les cadres, à mon avis. Alors, il y a plusieurs des livres de Jean de Viguerie qui ont été traduits en espagnol et publiés en Espagne. Miguel Ayuso, vous avez parlé, nous avons parlé d'éducation, notamment Les Pédagogues, son essai historique sur l'utopie pédagogique. Il y en a 2 autres. Je voudrais savoir, Miguel Ayuso, quelle a été la réception, quel a été l'accueil des travaux de Jean de Viguerie en Espagne et peut-être plus largement dans l'hispanité, en Amérique latine, dans les pays de langue espagnole? Oui, au point de vue des traductions, les premiers de ces livres à être traduits en espagnol et en Espagne a été Christianisme et Révolution, qui correspondent exactement à ce que je disais avant. Après, il a été traduit aussi Les Pédagogues, et je crois qu'il a été traduit aussi Les Sacrifices du soir sur Madame Elisabeth. Je crois que ce sont les 3 livres de Jean de Viguerie traduits en espagnol. Et c'est dommage qu'il n'ait été pas traduit Le De Patrie, que c'est le livre qui, pour moi, a été les plus incisifs, et je ne dirais pas les plus importants. Mais il a eu une importance énorme, même dans les débats décidés en France, et en quelque sorte aussi en Espagne, parce que j'ai introduit j'ai expliqué et introduit la thèse de Viguerie dans les publications espagnoles. À l'époque, quand les livre a été publié, je crois qu'il était 1998, et j'ai publié immédiatement un compte-rendu sur la revue Verbo, dont j'étais le rédacteur-chef. Aujourd'hui, je suis le directeur. Et parce que j'ai souligné immédiatement des choses qui étaient clairement exposées dans les livres, qui étaient d'un côté la distinction entre 2 patriotisme, le patriotisme traditionnel et le patriotisme révolutionnaire. Mais c'est clair qu'une telle distinction n'était pas nouvelle. Et c'est une distinction qui avait été formulée, expliquée avant. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais je crois qu'il n'y avait jusqu'à l'époque comme les Italiens aiment à dire, thématiser, une thématisation. C'était un néologisme en français, mais je crois qu'il est compréhensible du sujet. C'est-à-dire que c'est rassemblé et exprimé clairement? Oui, exactement. Intégralement. Expliquer longuement, faire une exposition organique du sujet. Un caractère formel, quoi. C'est la formalisation certainement de quelque chose qui était implicite et que les gens avaient en tête, mais sans l'expliciter. D'accord. Exactement. Merci Laurent de Capellis. Exactement. Mais la chose qui a été la plus discutée n'était pas cette première partie. Était la seconde, parce que la seconde concernait, et la polémique était là, l'engloutissement du patriotisme traditionnel Miguel Ayuso, par les patriotismes révolutionnaires, même de ce qui se considérait comme catholique et français toujours. C'est-à-dire que les milliers anti-révolutionnaires catholiques auraient été influencés par les conceptions révolutionnaires de la patrie. Oui, c'est très saillant dans son travail et assez choquant en un sens. Ah non, mais c'est l'un des attraits de l'œuvre. Je suis absolument d'accord avec De Viguerie. Et c'est pour cela que je me suis permis d'expliquer et même de faire une explication concernant le monde hispanique, c'est-à-dire faire une comparaison. Dans le monde hispanique, c'est passé la même chose. Avec les guerres carlistes, les oppositions entre carlistes et libéraux? Et oui, exactement. Mais je crois qu'en Espagne, les choses ne sont passées comme ça. Pourquoi?
exactement pour la présence du carlisme. Parce que le carlisme a été l'effet des différences. Si vous considérez par exemple la phalange ou bien le franquisme était un conservatisme plutôt libéral, pas démocratique bien sûr, mais plutôt libéral. Oui, en ce qui concerne la phalange ou le franquisme, oui, le phénomène a été semblable. Mais en Espagne, le carlisme a eu un poids énorme, pour commencer militaire, dans les guerres, etc., mais aussi intellectuel. Et le carlisme, comme phénomène intellectuel, n'a pas suivi cet phénomène expliqué en France pour Jean de Viguerie. Et c'est ça que j'ai expliqué dans ma contribution au Liber Amicorum. Et c'est ça que de Viguerie, très gentiment, m'a envoyé une lettre admirable, très sympathique, dont il m'a expliqué ses rapports avec l'Espagne, dont il m'expliquait comme il avait été élève de Louis Junier, un philosophe qui était très, très, très hispanisant, même lui en étant un homme du nord de la France. Mais c'est ça qui m'intéressait beaucoup, faire la comparaison entre la France et l'Espagne sur la possibilité de considérer que les milieux traditionnalistes auraient suivi l'influence de la conception révolutionnaire de la patrie. Et en France, je crois que de Viguerie avait raison, et en Espagne, il n'a pas expliqué ça, c'est moi, bien sûr. Mais en Espagne, je crois que l'explication de Viguerie servirait pour le phalangisme, pour le franquisme, pour le conservatisme, mais pas pour le carlisme. Et alors c'est très intéressant, il faudra que vous reveniez, ou plutôt que vous veniez, Miguel Ayuso, pour une comparaison fouillée et un peu plus longue du carlisme et du légitimisme, du traditionnalisme espagnol et du traditionnalisme français. C'est déjà la dernière question, Miguel Ayuso, de cette brève entrevue. La voici. Jean de Viguerie a été un penseur engagé, on l'a dit, il a été à l'université, il l'a été également dans la vie de l'Église. Je pense à la déclaration publiée dans la presse le 2 décembre 1976, on en reparlera sans doute. Il a été dans la vie de l'Église, il a été même dans la vie politique française. Qu'est-ce qui, Miguel Ayuso, selon vous, résume et rassemble cette vie de Jean de Viguerie après l'avoir guidée? Quel est le fil rouge? Est-ce que c'est le dégoût de la France contemporaine? Est-ce que c'est l'attachement à la tradition? Est-ce que c'est la foi du personnage? Est-ce que c'est la fides quaerens intellectum, la foi recherchant l'intelligence? Oui, vous avez raison. Toutes les choses que vous avez énumérées m'ont attiré. Mais d'abord, si vous me permettez, la liberté d'esprit. Et c'est la liberté d'esprit pour un catholique traditionnaliste dans les domaines de l'Église, dans les domaines de la politique, dans les domaines de la science, qui était énormément attirant de la personnalité de Jean de Viguerie. Merci beaucoup Miguel Ayuso pour votre témoignage et votre récit quelques semaines après la mort de Jean de Viguerie. Nous espérons vous recevoir bientôt sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers. Merci à vous. Je suis enchanté d'avoir contribué modestement à cet hommage posthume à Jean de Viguerie, et excusez-moi encore une fois pour mon français pénible. Vous êtes tout à fait compréhensible. Merci beaucoup Miguel Ayuso, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Retour sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers. Vous venez d'entendre Miguel Ayuso, professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel à l'Université pontificale de Madrid. Retour donc sur ce plateau. Alors, Philippe Pichot-Bravard, on l'a dit, vous avez consacré à Jean de Viguerie un Liber Amicorum, un livre des amis, c'est-à-dire un recueil de contributions rédigées par des disciples et des Le Liber Amicorum est une tradition universitaire. Lorsqu'un grand maître prend sa retraite, ses anciens élèves et ses amis de l'université lui offrent un ouvrage de mélange qu'on appelle parfois Liber Amicorum, qui est constitué d'articles rédigés en l'honneur du maître qui se retire par ses anciens élèves et par ses amis.
Voilà. Sur des thèmes qui sont proches de ceux auxquels s'est intéressé cet universitaire. Alors, lorsque Jean de Vigry avait pris sa retraite au milieu des années 1990, assez curieusement, cette tradition n'avait pas été observée. Et moi-même, je n'ai jamais été l'élève de Jean de Vigry, je suis trop jeune pour cela. J'ai été, en revanche, l'élève de l'un de ses meilleurs amis, son alter ego Xavier Martin. Et c'est par Xavier Martin que j'ai connu Jean de Vigry. Et lorsque je suis devenu maître de conférence à l'université, j'ai stimulé par quelques amis proches de Jean de Vigry, notamment un autre de ses très fidèles et anciens amis qui est Patrick de Boccaron. J'ai lancé cette entreprise du Liber Amicorum en sollicitant les anciens élèves de Jean de Vigry, ceux qui avaient rédigé leur thèse sous sa direction, et un grand nombre ont répondu favorablement, et puis quelques-uns de ses fidèles amis, comme Xavier Martin, comme Miguel Ayuso, auxquels se sont ajoutés quelques jeunes universitaires naissants de la génération montante qui étaient vraiment trop jeunes pour avoir été les élèves, tellement jeunes qu'ils sont souvent nés au moment où Jean de Vigry prenait sa retraite, mais qui ont été marqués par son œuvre, ce qui permettait de souligner la pérennité de cette œuvre et l'influence qu'elle exerce sur les générations montantes. Et chez les universitaires, quelle forme prend cette influence ? Alors, cette influence, elle a marqué un certain nombre d'universitaires, au-delà de ceux qui ont eu Jean de Vigry comme professeur, et au-delà de la faculté de lettres au sein de laquelle il enseignait. Moi-même, j'appartiens à la faculté de droit, et je lui dois beaucoup. Non pas par des enseignements que je n'ai pas suivis, je le répète, mais par la lecture de ses livres et par les échanges que j'ai pu avoir avec lui au fil des années. Et vous, Laurent de Capellis, vous êtes journaliste, vous êtes éditeur des Catholiques peuvent-ils encore agir en politique chez l'Homme Nouveau. Est-ce que c'est davantage l'universitaire ou le militant qui vous laisse le plus grand souvenir ? Je dis le militant parce que le titre de ce livre s'y prête. Alors effectivement, je dirais que c'est essentiellement moi c'est les deux patries qui m'ont marqué, parce que c'est un livre, je vais pas paraphraser ce que dit Miguel Ayuso, mais ça a vraiment marqué une époque. Il y a eu un vrai débat. Si vous vous remettez à l'époque où le livre est paru, en 1998, c'était un peu l'affaire Dreyfus. On s'écharpait en sortant les deux patries, quoi. Donc, ça a été. Et je pense qu'il en a souffert beaucoup. Il a déjà souffert en composant ce livre. Oui, c'est ça, oui. Il a souffert en composant ce livre et il a souffert ensuite de la controverse suscitée par ce livre. Ouais, alors, je ne voudrais pas qu'on y vienne tout de suite, non pas pour des raisons de gestion des désespoirs de nos auditeurs, non pas pour les faire marrir, mais parce que je ne voudrais pas que l'on oublie une autre partie de son œuvre. Et donc, nous allons bien sûr en venir à une discussion sur les deux patries, mais au préalable, je voudrais que nous disions quelque chose de son œuvre d'historien de l'éducation. Est-ce que tous les deux, vous êtes également influencés par cette œuvre, ou est-ce que vous l'avez découverte et exploitée à la marge ? On voit bien qu'il a contribué à l'histoire de l'éducation. Je dis à l'histoire de l'éducation à dessein. Aujourd'hui, on parlerait davantage de sciences de l'éducation. Lui, c'est bien de l'histoire de l'éducation, que ce soit dans l'Église et l'éducation, ou encore dans Les Pédagogues, essai historique sur l'utopie pédagogique. Et d'abord sa thèse. Dont on dit qu'il a été traduit en espagnol, et puis dans sa thèse, pour commencer. D'abord sa thèse, parce que sa thèse portait sur une œuvre d'éducation, sur l'éducation au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et c'est dans cette thèse qu'il montre ce point tout à fait essentiel, à savoir que dans les collèges religieux, dans les années 1700 à 1715, on a abandonné l'enseignement de la méthode thomiste pour adopter l'enseignement de la méthode cartésienne. Et là, nous avons un point essentiel pour comprendre
le bouleversement des mentalités au XVIIIe siècle. Les élites du XVIIIe siècle, celles qui sont formées dans les collèges, ne sont plus formées à la même logique intellectuelle que leurs devanciers et ne comprennent plus le monde et les institutions sous lesquelles elles vivent. D'où cet esprit de contestation qui vise en particulier 2 points. Le premier point, c'est la dimension transcendantale de la religion, la dimension verticale de la religion, tout ce qui relève du sacré, du merveilleux, de la vie de la grâce, tout ce qui touche à la royauté sacrée, et d'autre part, tout ce qui touche à la diversité statutaire, au nom du rationalisme cartésien. C'est-à-dire que, ce faisant, il trouve une source de peut-être l'introduction de l'idée d'égalité dans la réflexion politique française, et avant même cela, une première marque de sécularisation dans la société française, qui allait en annoncer bien d'autres. Une première marque de sécularisation, une nouvelle conception de la religion qui voit finalement dans la religion un lien qui unit les hommes entre eux, ce qu'on entend beaucoup de nos jours, et non plus qui unit les hommes à Dieu. Donc une horizontalité. Une horizontalité. Une verticalité. Et qui fait reposer la religion sur l'accomplissement de ses devoirs, en évacuant toute l'économie du salut, le péché originel, le sacrifice du Christ, le sacrifice de la messe, la vie de la grâce. Et ça, ce n'est pas la crise de la conscience européenne dont parle Paul Hazard ? Alors, c'est effectivement, ça correspond à ce que Paul Hazard appelle la crise de la conscience européenne. Le mérite de Jean de Vigry a été de décortiquer les ressorts de cette crise de la conscience européenne et comment les idées nouvelles qui ont été agitées au milieu du XVIIe siècle ont pu se propager dans la société française. Elles se sont propagées par l'éducation, parce que l'éducation et dans cette importance qu'il accorde à l'éducation, il y a chez Jean de Vigry la reconnaissance de la dette qu'il avait à l'égard de ses propres maîtres, et en particulier de Louis Juigné, dont vient de parler à juste titre Miguel Ayuso, qui a formé Jean de Vigry à la philosophie thomiste, et Jean de Vigry a porté sur cette modernité philosophique le regard d'un thomiste, d'où la rigueur avec laquelle il décortique cette modernité philosophique et ses conséquences. On voit bien d'ailleurs que dans Les Deux Patries, cette fois c'est moi qui suis fautif d'en parler trop tôt dans l'émission, eh bien il part de la définition de la réflexion thomiste pour montrer comment elle a été dévaluée, submergée, effacée, etc. Donc Jean de Vigry, par sa formation, par ses maîtres, c'est un thomiste ou un néo-thomiste ? C'est un thomiste. Quelle est la différence entre un thomiste et un néo-thomiste, Philippe Pichot-Bravard ? Je ne me lancerai pas dans cette querelle d'étiquette. Néo de rien du tout. C'est un thomiste. Et c'est un intransigeant ? Il avait le souci, il aimait la vérité, il avait le souci de la rechercher. Et il était ferme sur ce que l'on devait à cette recherche de la vérité. Ça correspond à ce que disait Miguel Ayuso dans son hommage. Est-ce qu'il faut citer également parmi ses maîtres Marcel de Corte et peut-être Roland Mounier, et si oui, à quel titre ? Alors Roland Mounier a été son directeur de thèse. Il a été son directeur de thèse, mais je pense que quoique Roland Mounier ait été son directeur de thèse, l'influence qu'il a exercée sur Jean de Vigry est moins importante que celle de Louis Juigné, moins décisive. C'est un intellectuel de droite, Roland Mounier, en plus d'être un universitaire, mais c'était pas un thomiste, c'était pas un traditionnaliste. Non, dans les conversations que l'on pouvait avoir avec Jean de Vigry, on sentait vraiment ce lien filial à l'égard de Louis Juigné. On ne sentait pas le même lien avec Roland Mounier. Il faut peut-être juste se méfier d'une chose, parce que faut savoir que dans l'univers espagnol, il a beaucoup parlé du traditionnalisme, mais
ça absolument, enfin pour les auditeurs, ça n'a absolument pas la même signification. Évidemment, les deux étaient mêlés mais ça a une signification essentiellement politique. Et je pense qu'il, dans son explication, parce que bon, il est dans son univers hispanique, ça s'est un petit peu mélangé. Donc le traditionnalisme, c'est grosso modo, c'est le carlisme, quoi. Hein. Donc il faut juste parce que d'ailleurs le mouvement carliste s'appelle communion traditionnaliste. Voilà, c'est ça. Et donc certainement, si on le traduisait à la française, je sais pas, c'est le légitimisme ou voilà. On parle plus d'équivalence, mais ce que vous rappelez, Laurent de Capellis, c'est que effectivement la dimension politique et même militaire du traditionnalisme espagnol, du carlisme, l'éloigne en fait du légitimisme, dans la mesure où le carlisme a mené 3 guerres civiles au XIXe siècle en Espagne contre les libéraux, et qu'on retrouve évidemment des carlistes en très grand nombre sous le commandement de Falconde pendant ce qu'ils appellent la croisade, c'est-à-dire la guerre d'Espagne en 1936. Donc vous rappelez qu'effectivement la référence politiquement et militairement des non-libéraux. Enfin, il faut trouver l'équivalence française est pas aussi simple que traditionnalisme. Il faut l'équivalence, c'est peut-être effectivement intransigeant mais je pense que quand il l'a dit, bon, il y avait un aspect religieux, ça il le savait, mais il y a l'aspect politique qu'il avait aussi en tête et qu'il a traduit par traditionnalisme, mais qui en fait en France n'est pas du traditionnalisme, c'est alors peut-être du thomisme, de l'intransigeantisme, de l'antimoderne, enfin Il est peut-être aussi influencé par l'aspect liturgique, l'aspect ecclésial de l'engagement. Ça, c'est un point très important, la question religieuse, parce que après sa thèse sur l'éducation, il y a ses premières études, ses premières recherches. Les colloques de Fontevraud dans les années 80 portaient sur la religion, sur la spiritualité, sur la dévotion des Français de l'ancienne France. Et il y a un ouvrage dont on parle peu et dont on devrait parler davantage, c'est le catholicisme des Français de l'ancienne France, qui est un de ses tout premiers livres, qui date de la fin des années 80, dans lequel il décrit cette dévotion quotidienne des Français dévots du temps de Louis XIII, de Louis XIV, de Louis XV, et l'on sent là qu'il est, il est chez lui, il est dans son élément. Il écrit d'ailleurs que cette dévotion était extrêmement assidue, qu'un quart des Français vivaient cette pratique dévote avec assiduité, et que peut-être jamais dans l'histoire la dévotion n'a été aussi importante, aussi généralement pratiquée que au XVIIe siècle. Il explique de cette manière-là la spectaculaire résistance catholique sous la Révolution française, et pas simplement la résistance armée des Vendéens et des Chouans, ou du Midi toulousain, ou du Vivarais et du Gévaudan, mais aussi la résistance discrète de ceux qui cachaient des prêtres, assistaient à des messes clandestines, et qui pendant 10 ans ont tenu face à un État qui était totalitaire, et ont été fidèles à la foi, et ça, c'est le fruit de cette dévotion. J'ajouterais que cet ouvrage a été publié à la fin des années 80, en pleine crise conciliaire et en pleine crise de la transmission, et que tout en agissant en qualité d'historien, Jean de Vigry, avec cet ouvrage, transmettait ce qu'était la foi catholique, la pratique catholique. Il y a dans cet ouvrage une dimension catéchétique. Il y a une transmission catéchétique de ce qu'est la foi catholique traditionnelle. Alors cet ouvrage, encore une fois, c'est le catholicisme des Français dans l'ancienne France. Et bien évidemment, l'écriture de ce livre consonne avec la tribune qu'il a rédigée et fait signer largement avant de la publier
le 17 décembre 1976 dans Le Monde, puis dans d'autres journaux, une déclaration dont les signataires disaient, je cite, qu'ils adhèrent non pas à une tradition parmi tant d'autres, mais à la tradition catholique pour la vérité de laquelle tant de martyrs ont témoigné et témoignent encore aujourd'hui. Ils regrettent profondément que de nombreux prêtres et la plupart des évêques n'enseignent plus aux chrétiens ce qu'il faut croire pour être sauvés. Ils déplorent la décadence des études ecclésiastiques et l'ignorance où sont laissés les futurs prêtres de la philosophie chrétienne, de l'histoire de l'Église et des chemins de la perfection spirituelle. Ils s'indignent du mépris affiché par tant de clercs pour la culture gréco-latine. Fin de citation. Cette très belle tribune est évidemment beaucoup plus longue. Vous avez employé le mot totalitarisme, Philippe Pichot-Bravard. C'est un mot que l'on trouve d'ailleurs avec l'adjectif qualificatif éducatif. Il dénonce un totalitarisme éducatif dans l'Église et l'éducation que Dominique Martin-Morin a réédité en 2010. Alors, avant d'en venir à la Révolution, Jean de Vigry est également un historien du XVIIIe siècle. Il a, je l'ai dit en introduction, préfacé une réédition du Louis XV de Paul del Perugia, une biographie qui réhabilitait ce prince. Est-ce qu'on peut dire que Jean de Vigry fut un admirateur de nos rois et peut-être même par là un promoteur de l'idée royale? J'ai dit Louis XV, il a préfacé ce livre, mais il a surtout publié une biographie de Louis XVI, et puis sous-titrée Le Roi Bienfaisant. Ne pas oublier l'histoire et dictionnaire du temps des Lumières, publié dans la collection Bouquins, qui prenait la suite du France classique, France baroque de ses bons amis René et Suzanne Pilorget, et qui, dans la collection Bouquins, est vraiment un ouvrage de référence dans lequel on trouve tout sur le XVIIIe siècle. On est surpris de voir de telles personnes être publiées dans de telles maisons. Oui, c'était il y a plus de 20 ans. Mais cet ouvrage, pour la connaissance du XVIIIe siècle, est tout à fait essentiel. C'est un usuel qu'on rencontre d'ailleurs dans toutes les bibliothèques, toutes les salles d'archives départementales. Là où vous avez, dans le petit rayonnage de la collection Bouquins, vous avez Jean de Vigry en bonne place. C'est peut-être, de tous ces ouvrages, celui qui a rencontré le plus grand écho auprès du grand public. Et c'est un ouvrage que l'on doit ranger dans l'historiographie commune, dans l'historiographie contre-révolutionnaire. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, notamment dans la biographie, il y a un regain de, non pas la contre-révolution, mais la critique forte de la révolution. On sait que l'historiographie libérale a critiqué, avec François Furet, par exemple, critiqué et sans doute submergé l'historiographie marxiste. On voit qu'aujourd'hui, une espèce d'historiographie assez sceptique, finalement, assez critique, à son tour succède à l'historiographie libérale. Mais dans le Louis XVI, et c'est bien un des mérites du Louis XVI d'ailleurs, Jean de Vigry montre bien ce qui relie 1789 à 1793, et que la théorie des deux révolutions, avec une rupture que François Furet place au cours de l'hiver 91-92, ne tient pas, parce que, certes, il y a eu une radicalisation au cours de l'hiver 91-92 à l'occasion de la déclaration de guerre, mais il y a eu d'autres radicalisations avant. Il y a eu celle d'octobre 89, qui à l'époque a profondément marqué les contemporains, et il y a eu celle de juillet 89. Finalement, la première radicalisation, elle commence à partir du moment où on commence à prendre les têtes au bout des pics, et pas n'importe quelle tête, celle de l'intendant d'Île-de-France, celle de Foulon de Douai, intendant des Finances, ministre quelques jours plus tôt, celle du gouverneur de la Bastille. Là est la première radicalisation dès juillet 89, et Jean de Vigry, dans son Louis XVI, le montre remarquablement bien. Vous n'êtes rien de Louis XVI lui-même, parce que on peut considérer que ce Louis XVI et sa sœur, Madame Élisabeth, à qui Jean de Vigry a consacré également une biographie, Le sacrifice du soir, vie et mort de Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, publiée en 2010 au CERF. On peut considérer que ces deux biographies forment un diptyque. Est-ce qu'il n'apporte pas la réponse, ces deux textes, à la question comment combat-on la révolution, comment combat-on toutes les révolutions, parce qu'au fond, alors, il faut incriminer aussi un peu Louis XVI. Dans le Louis XVI, Jean de Vigry, d'abord,
étudie longuement ce qu'a été la formation du roi. On revient à l'éducation. Son éducation. On en revient à l'éducation, qui est quand même le thème le point important. De Jean de Vigry. Et s'agissant de Madame Élisabeth, il s'intéresse aussi à sa formation. Et il montre d'ailleurs que Madame Élisabeth a été beaucoup mieux formée que son frère, notamment au plan philosophique. Il s'intéresse à la formation, il s'intéresse aux idées. Il a d'ailleurs consacré un article aux idées politiques de Louis XVI, qui est extrêmement éclairant pour comprendre l'attitude de Louis XVI face aux événements. Il montre que Louis XVI a été formé selon des principes qui étaient ceux de Fénelon, du chancelier Eudes Guesso, qui ne sont pas tout à fait les principes de la monarchie traditionnelle. Et qu'il n'avait pas une vision traditionnelle de son rôle, que Louis XVI n'avait pas conscience de la réalité du corps mystique du royaume. Par exemple, contrairement à Louis XV. Il montre tout cela. Il montre que Louis XVI, quand il était jeune, a été sensible à certains aspects des écrits des Lumières. Il l'écrit lui-même. Voltaire, Rousseau, un temps, ont eu mes faveurs. Un temps, c'est passé. Mais il n'en a pas moins qu'il a été influencé par les Lumières. Tout cela, il le montre très bien. Ça permet de comprendre ce qui s'est produit. Et puis, Jean de Vigry montre remarquablement bien à quelle épreuve a été confronté Louis XVI. Louis XVI a affronté une révolution idéologique. Une révolution qui avait pour ambition de faire table rase du passé pour fonder une France nouvelle, des institutions nouvelles, une société nouvelle à partir d'idées abstraites. Et un homme nouveau. Et un homme nouveau. Il montre que les têtes étaient tournées par cette idéologie. Et c'est là que nous retrouvons le problème de l'éducation et la formation des élites depuis le début du XVIIIe siècle à une logique nouvelle qui n'est plus la logique thomiste. Les esprits ont été, par ce changement intervenu dans la formation, rendus réceptifs aux idées nouvelles. La révolution a eu lieu dans les esprits avant d'avoir commencé. Et Louis XVI, en juillet 89, se retrouve pratiquement tout seul. Et Jean de Vigry décrit remarquablement bien cette tragédie. Et il montre que Louis XVI a compris assez vite la gravité du mal, et qu'il a compris aussi tout aussi vite que sa marge de manœuvre était extrêmement étroite. Parce qu'il ne pouvait compter... L'armée est révolutionnaire en 89. Il y a des régiments qui sont placés à Paris en juillet 89 pour amener l'ordre. Et quand on demande à l'armée de disperser les manifestants, les sous-officiers, les soldats n'obéissent plus. Et certains passent du côté des manifestants. Un régime ne s'effondre pas parce qu'il est contesté par le peuple. Ça, c'est la version pour Paris Match. Un régime ne s'effondre que quand il n'est plus défendu par ceux qui sont chargés de le défendre. Donc ce portrait de Louis XVI n'est évidemment pas le portrait d'un homme conservant une adhésion profonde aux nouvelles idées, adhérant aux grands idéaux de la Révolution. Alors, c'est pas non plus... Non, il n'adhère pas aux grands idéaux de la Révolution, pas du tout. Mais il y a quelques idées dans sa tête qui... par exemple, le roi distingue le roi et la nation. Il s'adresse aux États généraux comme aux représentants de la nation. Il est en partie perméable à certaines des idées du temps. Et comme ses frères, du reste. Surtout comme Provence. Louis XVIII en 1814, en tout cas. Comme Provence, oui, principalement. Mais Provence, en plus, joue sa carte personnelle et a tout fait pour compliquer la vie de son frère dès l'époque des notables. Je referme la parenthèse. Et Jean de Vigry montre que Louis XVI, comprenant cette situation, finalement, à partir de 91, va opérer une sorte de conversion spirituelle qui va l'élever très au-dessus de lui-même, et il va s'offrir en sacrifice parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Et il va le faire en partie nourri par les conseils, par l'exemple de sa sœur Madame Élisabeth, qui est une personne d'une grande dévotion et d'une grande ferveur. Et Marie-Antoinette fera de même. Et Marie-Antoinette fera de même, et tous trois vont mourir dans cet esprit de sacrifice.
Alors, il y a dans les dernières pages du Louis XVI, comme dans les dernières pages de la biographie de Madame Élisabeth, des pages très très belles sur le sacrifice de Louis XVI, de Marie-Antoinette et de Madame Élisabeth. Et ces pages soulignent la grandeur de la royauté française. Je lis ces quelques lignes. Il y a des régimes qui finissent dans le sauf-qui-peut et dans le déshonneur. Ce n'est pas le cas de l'ancienne monarchie. Chateaubriand dit qu'on a dispersé les semences et que rien n'en renaîtra. C'est méconnaître la vertu du sacrifice. Louis XVI a offert sa vie pour son peuple, Madame Élisabeth pour être avec les siens. Le secret de l'ancienne royauté s'est perdu, mais les sacrifices de Louis XVI et de sa sœur porteront à jamais des fruits. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Je voudrais tout de même vous poser une question provocatrice. Laurent de Capellis, Philippe Pichot-Bravard, est-ce que, selon vous, Jean de Vigry, lui-même, ne l'aimait pas, finalement, ce XVIIIe siècle? Alors, ne serait-ce que parce qu'il nous est prescrit d'aimer nos ennemis, ou encore parce que c'est le grand siècle des idées, ou alors tout simplement par refus intégral, intransigeant, disions-nous tout à l'heure, par refus intégral, y compris de notre temps, qui finalement en est le fils? Est-ce que même, j'irais plus loin, Jean de Vigry ne jugeait pas ce XVIIIe siècle préférable au nôtre, car au sujet du nôtre, évidemment, il est très dur. Je cite la préface qu'il donne à la réédition par Chiré des doctrines philosophiques et systèmes politiques de son maître, Louis Juniet. Voici la citation: « Le désarroi et la confusion n'ont jamais été si grands qu'aujourd'hui ». Une citation, est-ce qu'il aimait ce XVIIIe siècle, finalement? Je crois qu'il aimait davantage le XVIIe siècle. Là où il se sentait le mieux, c'est dans les paroisses du XVIIe siècle qu'il décrit dans le catholicisme des Français de l'ancienne France. Ensuite, il aime le XVIIIe siècle comme prolongement de ce XVIIe siècle, parce qu'on l'oublie, mais le XVIIIe siècle, ce n'est pas simplement Voltaire, les salons et Rousseau. Le XVIIIe siècle, c'est aussi une France traditionnelle, catholique encore, et fervente, cette France qui va résister sous la Révolution et qui est illustrée notamment par cette belle figure qu'est Madame Élisabeth, pour laquelle Jean de Vigry avait une particulière dévotion. Il récitait régulièrement la prière de Madame Élisabeth. Elle faisait partie des figures qui nourrissaient sa vie spirituelle. Alors, il nous faut en venir. Je compléterai juste une chose, parce qu'effectivement, sur la question d'aimer ou pas aimer le 18e, certainement que le 18e, pour lui, a été aussi une source d'inspiration, je dirais, dans les livres, notamment Les Deux Patries, puisque vous voulez en venir aux Deux Patries, parce que la compréhension du 18e, elle est clé pour comprendre après ce qui est arrivé, quoi, et comment les choses ont évolué, quoi. Évidemment. Alors, venons-en précisément à ces deux maîtres livres, parmi d'autres, dans une œuvre abondante. Les Deux Patries, publiées en 1998 chez Dominique Martin-Morin, et puis également L'Histoire du citoyen, publié chez Via Romana en 2014. Commençons par Les Deux Patries. Laurent de Capellis, vous nous avez dit au seuil de cette émission que vous gardiez le souvenir de débats très animés au moment de la publication des Deux Patries. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si sulfureux? En fait, ce qui est, le débat, il a eu lieu essentiellement au sein de ce qu'on appelait la droite catholique, quoi. Et la chose, enfin, pour le dire d'une manière très simple, peut-être même à la limite caricaturale, parce qu'on verra tout de suite, je dirais la droite catholique traditionnelle militaire pourrait être, et même militaire sympathiquement dans le sens du terme, les familles de militaires, de père en fils, les enfants qui font Saint-Cyr et qui se battent et qui vont se battre sur tous les fronts, avec une certaine exaltation. Enfin, quand on voit les jeunes ou ceux qui vont rentrer à Saint-Cyr, il y a une vraie exaltation de l'armée, etc. Et parfois, l'absence de conscience, et d'ailleurs, ça devient parfois terrible, parce que c'est des drames de conscience qui arrivent plus tard, sur le fait que... Mais pour qui combattent-ils?
et dans quel contexte combattent-ils? Moi, je vais prendre un exemple tout bête. Il y a une intéressante biographie qui a été faite par Sabine Garnier sur 3 capitaines qui, au moment de l'expulsion des congrégations, on leur a demandé clairement, ces capitaines, ils devaient, avec leur régiment, participer à l'expulsion de congrégations en Bretagne. C'était dans leur rôle de militaire. Bon, après, il s'est avéré qu'ils ont réussi à se défendre et dire finalement les ordres étaient mal donnés, etc. Enfin, il y a eu toute une astuce, mais malgré tout, il leur fallait, dans le cadre de leur rôle, expulser des congrégations. Et ça leur répugnait, donc ils ont refusé. Voilà, après, ça leur a valu la cour martiale, etc. Voilà, c'est le sujet, il est là. C'est à la fin, c'est quelle est la patrie pour laquelle on est en train de combattre. Or, ce que dit Jean de Vigry dans les 2 patries, c'est une thèse à la fois originale et informée. Il y a non pas une patrie française, mais 2 patries françaises. Je cite le pays de la naissance et de l'éducation. Encore une fois, l'éducation, et il dit que ce sens apparaît dès le XVIe siècle. Auparavant, on dit que la France tout court. Donc cette première patrie, et puis une seconde patrie qui est la nouvelle patrie. La nouvelle patrie, non seulement elle existe, non seulement elle est distincte de la première, mais Jean de Vigry va plus loin et il dit d'elle qu'elle a été substituée à la première, et ce, à l'insu des Français. Et donc il y aurait un mensonge, et un mensonge bien évidemment sanglant, puisque il y a la Première Guerre mondiale et une quantité de jeunes Français qui meurent. Utilisé, parce que les foules catholiques sont quand même, clairement, qui a combattu quand il a fallu combattre, c'est le peuple catholique. Oui. Donc, à partir de 89, le mot patrie devient un mot piégé. Il fait partie des mots piégés dont on se sert pour manipuler l'opinion. Comme le mot peuple, comme le mot liberté. Évidemment, quand on se retrouve en guerre avec l'Europe monarchique, parce qu'on l'a voulu, c'est l'Assemblée qui a déclaré la guerre en 1792. Comment voulez-vous mobiliser la population pour défendre un front fragilisé du fait de l'indiscipline qui règne au sein des armées depuis le début de la Révolution? Vous ne pouvez certainement pas les mobiliser en leur disant « la Révolution est en danger, allez vous faire tuer pour la Révolution ». Cette Révolution qui multiplie les contraintes légales, qui vous empêche d'assister à la messe librement, qui vient d'augmenter vos impôts dans des proportions inouïes, il est clair que les paysans enverraient promener les agents recruteurs. Donc il faut jouer sur l'ambiguïté, expliquer que c'est la patrie qui est en danger, le paysan comprend que c'est son village qui est menacé, son champ, le clocher où il a été baptisé, ceux qu'il aime, ceux qui lui sont proches, et là, il est prêt à prendre les armes. Mais ça, Philippe Pichot-Bravard, on le comprend assez bien, parce qu'on voit bien comment aussi Staline a pu aller chercher des moujiks et les envoyer au front avec un fusil pour 2 contre l'Allemagne. Ce qui est intéressant dans ce que dit Jean de Vigry, c'est que les révolutionnaires ne sont pas simplement ceux qui ont donné un vernis de patriotisme, puisque le mot appartient au lexique de la Révolution, ou qui seraient allés chercher des éléments de tradition, des éléments chéris issus de la tendre enfance pour mais au sein même de la droite armes. Catholique. Il y a même avant cela toute une généalogie que trace Jean de Vigry, c'est-à-dire qu'il explique que déjà au Moyen-Âge, il faut incriminer Vincent de Beauvais, il faut incriminer Henri de Gand, Thomas Bazin, Alain Chartier, parce que eux-mêmes déjà ont dévoyé la pensée thomiste et de glissement en glissement ont culminé dans l'œuvre d'un D'Aguesseau que vous citiez tout à l'heure, qui dit que la patrie vise à réaliser l'égalité. Pire encore, d'un Montesquieu qui lui dit que la patrie, c'est l'égalité. Mais il faut citer également l'abbé Coyer. Plus fondamentalement. Mais je crois que ce n'est pas ça le plus. Je crois que c'est pas ça le plus grave. Le plus grave est peut-être dans le fait que la hiérarchie des devoirs est perturbée. Saint Thomas d'Aquin donne un ordre hiérarchique précis. On a d'abord des devoirs à l'égard de Dieu, puis de ses parents, puis de la patrie. Mais il y a un glissement du 4e au 1er commandement. La modernité fait passer la patrie au-dessus
d'abord des parents et des amis. Il faut être prêt à sacrifier les siens à la patrie, ce qui n'a pas de sens, puisque la patrie, c'est la communauté de ceux qu'on aime. Oui, mais traditionnellement, la patrie, malgré tout, c'est les pères. Et donc, on doit être prêt à se sacrifier, en morale catholique classique, si on est alors je ne parle pas dans la patrie révolutionnaire, mais si on est dans la vraie patrie... Ce qui est en cause, c'est la hiérarchie, c'est-à-dire être prêt à faire passer la patrie au-dessus de Dieu et au-dessus de ses parents. Oui, là, il y avait quand même... Et c'est le fait de changer la hiérarchie qui crée un déséquilibre qui est parfaitement visible chez D'Aguesseau. Il faut être prêt à tout sacrifier, pas simplement sa vie, mais il y a une subversion. Sacrifier les siens. Moi, je pense qu'il y a quand même, malgré tout, ce qu'il y a au cœur, c'est qu'il y a une subversion de la patrie. Donc, à tout moment, alors évidemment, il n'y a pas eu la conscription, mais à partir du moment où il y a la conscription, et puis... la révolution. Voilà, oui, exact. Bon, il a fallu, à un moment donné, mais le fait de se sacrifier pour sa patrie, c'est, je dirais, dans un contexte normal et, je dirais, on aurait pu imaginer une évolution de l'Ancien Régime avec aussi la mise en place d'une armée professionnelle et puis la possible conscription en cas de... ça aurait été imaginable que ce devoir, dans des cas d'attaque violente, eh bien, passe au-dessus du devoir filial envers ses parents, ses enfants, sa famille. N'essayons pas d'imaginer. Contentons-nous de ce qui s'est produit. La patrie révolutionnaire devient une idole. Elle est une idole auquel on dresse des autels. Auquel tout doit être sacrifié, pour son intérêt, il faut être prêt à dispenser le sang des Français et de manière massive, sans lésiner. Les guerres de la Révolution et de l'Empire ont fait 1 400 000 morts en 20 ans. La Première Guerre mondiale a fait 1 350 000 morts en 4 ans. Ça a été une saignée épouvantable. Et c'est ce que vise Jean de Vigry. Les guerres de Louis XIV ont fait 150 000 morts en 50 ans. On n'est pas du tout dans la même échelle. Là, on parle de la guerre moderne. À la limite, on pourrait évoquer la guerre moderne, parce qu'effectivement, après, on a le cataclysme nucléaire. Donc, la conception de la guerre dans la modernité bascule, ça c'est clair. Oui, et donc du fait de l'idéologie révolutionnaire. Ça c'est clair, parce que la fin vaut avant les moyens. Clairement, je veux dire, l'homme n'est qu'un outillage pour faire avancer le nouvel homme révolutionnaire. Ce que dit aussi Vigry, c'est que l'adhésion à cette idéologie va grandir, puisque dans les Deux patries, page 144, on lit en 1793, les catholiques de l'Ouest n'avaient pas voulu mourir pour la République des droits de l'homme. En 1870-1871, c'est la même République, mais les mêmes catholiques, enfin leurs descendants, se défendent de ne pas vouloir mourir. Le patriotisme révolutionnaire a gagné la partie, fin de citation, et c'est peut-être ça qui est le plus choquant, le plus nouveau, le plus intéressant dans le livre, c'est qu'en fait, les catholiques ont consenti, et là on pense à toutes ces figures comme Peggy, de glorification de martyrs qui sont non pas des martyrs strictement chrétiens, mais qui, dans la littérature, vont opérer à leur tour, approuver, encourager cette substitution du profane au sacré, et les excès aller à la mort et envoyer d'autres. Et les excès même de certains prêtres pendant la Première Guerre mondiale qui reprenaient ce discours d'idolâtrie de la patrie qui était parfaitement excessif. Jusqu'au bon père Certilange qui, en chair, commentant les efforts de Benoît XV pour ramener la paix, a osé répondre « Nous n'en voulons pas de votre paix, très Saint-Père ». Non, mais c'est on croit rêver. Mais quand on a du mal à quand on est dans la littérature de l'époque, parce que c'est assez intéressant de voir la manière. Enfin, je veux dire, il y avait une véritable haine l'allemand et ce que pouvait représenter l'allemand. C'est une autre caractéristique. Oui, c'est un discours animalisant, oui, un ressort animalisant. Oui, et puis il n'y a plus de respect de l'adversaire. Parce que tous semblent l'exclure du genre humain. Mais à la suite des armées de la Révolution. Mais c'est vrai qu'aussi il y a un discours, parce que ça on l'a pas évoqué, mais c'est que la Révolution prétend avoir créé la nation. C'est-à-dire que la nation n'existait pas avant. La nation a été produite
par le pacte républicain. Donc, c'est-à-dire qu'avant, finalement, enfin, c'est la prétention, il n'y avait pas de patrie. Et donc, finalement, la nation n'existait pas, et donc, la Révolution, par le pacte républicain, a créé, et puis par le biais des guerres révolutionnaires, a scellé dans le sang cet engagement du peuple dans la Révolution. Mais c'est toute la définition de la patrie révolutionnaire. La patrie révolutionnaire, c'est le contrat social, c'est la Révolution. Et à partir de ce moment-là, la patrie naît avec la Révolution. Et donc défendre la Révolution, c'est défendre la patrie. Les deux sont interchangeables et l'on fait se battre les hommes et on les fait mourir pour des idées. Et on les sacrifie pour des idées. Et ce sacrifice marque leur adhésion à ce contrat social. Alors, il y a un autre ouvrage de Jean de Vigry qui lui est postérieur, l'Histoire du citoyen, publié en 2014, qui poursuit ce travail de, on n'ose pas dire de subversion, ce serait quand même un comble, tout au moins de démontage des vaches sacrées de la modernité politique française. Dans cette histoire du citoyen, notamment, Jean de Vigry va définir le citoyen. Il dit de lui, je cite, qu'il n'appartient pas au droit, il est un mythe, et le droit n'a rien à faire des mythes. Il est l'un des mythes révolutionnaires avec la République et la patrie, toutes deux associées aux droits de l'homme, il fait partie de la mythologie révolutionnaire. Fin de citation. Ce qui est intéressant, surtout ici, c'est que Jean de Vigry voit dans le citoyen électeur le descendant du sans-culotte. C'est peut-être ce qu'il y a de plus, de plus novateur ou de plus intéressant, en tout cas, plus le distinguer. Le mot sans-culotte est peut-être trop restrictif, mais il est clair que le citoyen, sous la Révolution, c'est le militant révolutionnaire. Il faut être révolutionnaire, il faut adhérer à la Révolution pour être considéré comme un citoyen. Et l'objectif des révolutionnaires, c'est en donnant naissance à l'homme nouveau, c'est de s'emparer de chaque être pour le transformer, l'augmenter, pour en faire un citoyen. C'est-à-dire un républicain entièrement dévoué à la patrie révolutionnaire, à l'égalité, à la démocratie et aux droits de l'homme. C'est-à-dire la fabrique d'un homme nouveau ? Oui. Un régime nouveau qui est une fabrique d'un homme nouveau. C'est le principe, puisque de toute façon, clairement, si on n'adhère pas quelque part au contrat social et à la volonté générale, on est quelque part, c'est une faction ou c'est un élément qui est à éliminer ou à rééduquer. Alors là, on revient sur la rééducation. Enfin, oui, le rôle de l'éducation. On est étranger à la patrie révolutionnaire. Et face à cela, Jean de Vigry rappelle à la fois que l'œuvre révolutionnaire, c'est en fait surtout la déchristianisation. Dans l'Histoire du citoyen, il détaille longuement les événements des années 1880, mais il n'incrimine évidemment pas que le régime, il n'incrimine pas que la République, qui d'ailleurs est naissante, il incrimine jusqu'aux évêques, après avoir présenté le ralliement comme un échec politique et surtout un acte incompréhensible de la part de Léon XIII, qui n'était pas du tout un révolutionnaire. Roberto de Mattei a consacré un ouvrage à cette question du ralliement dans lequel il montre que Léon XIII a cédé à des calculs de politique étrangère. La grande préoccupation de Léon XIII, c'est de trouver des alliés face à l'Italie pour retrouver sa souveraineté temporelle, à laquelle il n'a pas renoncé. Il a, dans un premier temps, joué la carte de l'Allemagne et de Guillaume II, et il joue désormais la carte de la France. Et pour pouvoir jouer cette carte, eh bien, il cherche à se montrer accommodant vis-à-vis du régime, d'où ce conseil donné aux catholiques au milieu des sollicitudes de se rallier à la République. Conseil qui a été suivi par une grande partie de l'épiscopat. Et qui va produire une grande démobilisation qui précède la mobilisation, une grande démobilisation chez les catholiques français, chez les royalistes, qui mènera à l'adhésion à la République et donc à la mobilisation de 1914. Et puis surtout, 10 ans après, c'est la grande politique anticléricale. C'est-à-dire que le calcul de Léon XIII s'achève par un échec rapide. Le camp républicain a su profiter de l'affaire Dreyfus pour reconstituer son unité, exclure les ralliés de la majorité, et l'anticléricalisme a été le ciment, parce que c'est le seul point commun d'une majorité républicaine qui associe à la fois des libéraux et des socialistes, d'anciens communards et ceux qui leur ont tiré dessus il y a 30 ans. Voilà. Alors,
il poursuit, Jean de Vigry, dans l'histoire du citoyen, son récit de l'histoire de France, et il faut lire également les pages qu'il consacre à la chute de la République en 14. Je dis la chute de la République, mais Jean de Vigry dit bien qu'elle ne meurt ni ne démissionne, mais qu'elle s'efface. Il y a également des considérations et des chiffres tout à fait frappants sur la résistance et sur les objectifs des communistes. Tout cela à lire dans l'histoire du citoyen. Jean de Vigry, Philippe Pichot-Bravard, est mort à sa table de travail malgré son très grand âge. Après avoir écrit, on l'a dit, sur quantité de sujets, mais en particulier sur le patriotisme et sur la citoyenneté, sur le citoyen, il écrivait dernièrement au sujet de la République. C'était le troisième volet. C'était le troisième volet. C'était le troisième mythe. Vous avez donné tout à l'heure une citation qui le montre très bien. 3 mythes, la patrie, le citoyen et la République. Et il s'attelait à décortiquer ce troisième mythe. Et l'ouvrage était en cours de rédaction. Il était en train de travailler sur la Troisième République l'été dernier, lorsque je suis allé lui rendre Donc il avait déjà rédigé les premières et deuxièmes. Oui. Lorsque je suis allé lui rendre visite au début du mois de juillet, nous avons parlé de ses recherches et de ses trouvailles sur la Troisième République. Il faut espérer que nous verrons également ce texte. Le texte dont on est assuré qu'il paraîtra, en revanche, c'est La dégradation de l'école en France, annoncé aux éditions de l'Homme Nouveau pour le 15 janvier 2020. Nous poursuivons sur le Libre Journal, sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers, une émission de Radio Courtoisie. Notre hommage à Jean de Vigry. Jean de Vigry, un traditionnaliste intégral. Nous le poursuivons, dis-je, avec l'entrevue par duplex téléphonique de l'abbé Passera. Bonsoir, monsieur l'abbé. Oui, bonsoir. Merci, monsieur l'abbé Georges Passera. Vous êtes prêtre catholique, vous êtes bibliothécaire de l'Académie des Jeux Floraux, vous êtes président de la Société d'histoire du Tarn-et-Garonne. Je vous appelle parce que Jean de Vigry était mainteneur, c'est-à-dire l'un de vos membres. Et oui, en effet, il faisait partie de cette prestigieuse compagnie qui s'appelle l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, et il avait été élu donc en 2001, et il était ce qu'on appelle un mainteneur, c'est le titre que portent les 40 académiciens qui siègent donc à cette académie très ancienne, qui honore en général justement beaucoup d'hommes de culture, et particulièrement aussi des gens inscrits dans l'orbite toulousaine. Et Jean de Vigry, donc vivant pas loin de Toulouse, appartenait en plus à une très très vieille famille qui avait ses origines à Toulouse et dans la région montalbanaise. Et qui notamment a fourni des capitouls, des magistrats municipaux à la ville de Toulouse. Donc et des membres du Parlement. Oui, des membres du Parlement de Toulouse, dit Philippe Pichot-Bravard. Alors, monsieur l'abbé, cette académie, donc la plus ancienne d'Europe, cette académie des Jeux Floraux, il y est entré en 2001. Quelle réponse y a-t-il prononcé? Quel discours de bienvenue y a-t-il entendu? Toujours les discours qui sont faits lors de la réception, donc en 2002, je crois que c'était... Non, c'était justement en 2001, c'était à la fin de l'année, c'était le 16 décembre 2001 qu'il a été reçu, donc solennellement, à l'Académie, où l'on doit venir en général en grande tenue. Donc pour les universitaires, c'est très commode, puisque les universitaires peuvent arborer leur toge. Donc ça n'était pas difficile pour lui. J'étais présent à cette séance d'ailleurs, puisque moi-même j'étais maître jeu à l'époque avant de devenir mainteneur depuis les années 90, donc je l'ai vu arriver, j'étais tout heureux de voir arriver un compatriote, puisque je suis montalbanais de par mon éducation, ma culture, où j'ai été élevé, et je ne le connaissais pas avant, mais je l'ai découvert donc à cette occasion, et il a prononcé d'ailleurs un discours de réception où il a traité un sujet très particulier. Il a parlé de la poésie au XVIIIe siècle, puisqu'il était un grand spécialiste de cette période, ayant consacré un gros ouvrage à cette époque du siècle des Lumières. Il a parlé de la poésie. Alors bien entendu, il n'était pas un adepte de Voltaire, mais il a surtout célébré deux ou trois grands poètes, bien entendu Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, qui est notre gloire locale en Tarn-et-Garonne et qui est un des grands poètes de cette époque, Jean-Baptiste Rousseau aussi, qui est parmi les... D'ailleurs, Lefranc de Pompignan a fait une ode sur la mort de Jean-Baptiste Rousseau, et ensuite André Chénier. Il a surtout terminé plusieurs pages, il y a au moins 2 ou 3 pages de son discours sur André Chénier. Voilà ce qu'a été l'objet de sa première parution qu'on trouve dans
des archives de l'Académie. Philippe Pichot-Bravard. Oui, et il soulignait aussi en cette circonstance le lien étroit entre la poésie et l'histoire. Voilà, tout à fait. Et le dialogue entre l'histoire et la poésie qui permet à l'historien de faire revivre le passé. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Il a des pages intéressantes là-dessus. Et moi, je sais que j'avais été impressionné quand j'avais écouté ce discours. Et je l'ai sous les yeux, là, et quand on le relit, on a en effet une bonne impression. Et celui qui l'a reçu, qui était d'ailleurs aussi un Tarn-et-Garonnais illustre, Monsieur Audon de Saint-Blanca, qui avait été archiviste de Toulouse, qui lui aussi avait un château pas loin de Toulouse. Audon de Saint-Blanca a fait un parcours de tout ce qu'il a écrit, et donc il donne un compte rendu de tous les écrits de Jean de Viguerie, particulièrement de ses travaux sur le XVIIIe siècle et ses travaux dont vous avez parlé sur l'histoire de l'éducation. Donc, et c'est très intéressant de le lire aussi. Alors je reviens à la poésie, il faut dire aussi que on peut dire la vocation de l'Académie des Jeux Floraux que de distinguer particulièrement les ouvrages poétiques, puisque si Jeux Floraux il y a, c'est parce que les prix sont des fleurs, et l'une d'elles d'ailleurs est l'Églantine et a laissé son nom à Fabre d'Églantine, et la plupart de ces prix, la quasi-totalité de ces prix, visent est décernée à des œuvres poétiques. En premier, voilà, il y a plusieurs concours, mais le concours le plus prestigieux, c'est celui qui honore justement les poètes en 3 langues, puisque nous honorons la poésie française, bien entendu, surtout depuis le XVIe et XVIIe siècle. On avait abandonné à ce moment-là la langue d'oc, qui était la langue du pays, et ce n'est que depuis le XIXe siècle, la fin du XIXe, pratiquement 1895, donc avant 1900, qu'on a remis en valeur les concours dans la langue d'oc. Donc nous avons un concours d'occitan, et on y a associé le catalan. Les poètes sont récompensés sur ces 3 registres. Et le catalan, c'est récent ? Des fleurs. Pardon de vous couper, monsieur l'abbé Georges Passera. Le catalan, c'est récent ? Il est récent que vous... Ah non, c'est assez ancien. C'est en même temps que l'occitan, pratiquement, autour des années 1900, qu'il y a le catalan. Et donc, nous avons toujours des poésies qui viennent de l'autre côté, à la fois de Catalogne Nord, c'est-à-dire le Roussillon, et aussi depuis les pays catalans, de l'autre côté des Pyrénées. Monsieur l'abbé Georges Passera, je voulais vous poser une question sur Jean de Viguerie. On a vu qu'il était enraciné, qu'il était votre pays, qu'il était originaire du comté de Toulouse, où est né précisément l'Académie des Jeux Floraux. Cet enracinement est allé jusqu'à la publication d'un livre en 2017 portant sur l'histoire de Verliac-Tescou en Quercy. Je ne le connais pas, justement. Oui, je sais qu'il m'avait demandé des renseignements et je lui avais indiqué quelques pistes aux archives départementales pour travailler sur l'histoire de Verliac-Tescou, et je n'ai pas eu connaissance de cet ouvrage. Alors, il parle peut-être justement s'il doit parler de la charte de fondation, je l'ai publié moi-même en occitan, de la charte de fondation, oui. Cet enracinement-là était sensible, était visible dans le discours, la pensée, le comportement de Jean de Viguerie ? Ah, tout à fait. Ça, je vois justement, au moment où nous avons discuté ensemble de ces questions autour de l'histoire de son village, j'ai vu qu'il était, avec en plus de la science et la passion qu'il avait de l'histoire et la connaissance qu'il avait aussi des langues anciennes, particulièrement du latin, il pouvait donc s'y atteler avec beaucoup d'amour, et on voyait très bien qu'il voulait le faire, il voulait y arriver, donc je ne suis pas au courant de la publication, mais donc il l'a fait. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Georges Passera, pour ce que vous nous dites de l'Académie des Jeux Floraux, dont vous êtes bibliothécaire, et puis vous êtes également, on l'a dit, président de la Société d'histoire du Tarn-et-Garonne. Merci beaucoup. Voilà, et membre du Félibrige aussi. Et membre du Félibrige. Un littérateur, un linguiste. Merci, à bientôt. Bonsoir, monsieur l'abbé. Oui, bonne continuation. Alors, nous sommes toujours sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers, une émission de Radio Courtoisie pour cet hommage rendu ce soir à Jean de Viguerie, qui nous a quittés le 15 décembre dernier. Bonsoir, Marie-Pauline de Swart. Oui, bonsoir à toute cette belle équipe qui nous fait une si belle émission. Je suis passionnée de tout ce que vous dites et je me sens toute petite face à de tels hommages. Vous apportez un ornement supplémentaire, Marie-Pauline de Swart. Vous êtes professeur émérite de droit public, vous êtes l'auteur de Pour une politique naturelle, chronique d'une France à relever, c'est aux éditions de l'Homme Nouveau, publié
il y a quelques semaines. Ma première question est très simple, Marie-Pauline de Swart. Qu'est-ce que la lecture, peut-être des conversations avec Jean de Vigry, vous ont apporté ? Alors, Jean de Vigry, je l'ai découvert grâce à des amis communs, en particulier Xavier Martin, Patrick de Beaucaron, ensuite Philippe Pichot-Bravard. Présent plateau. Voilà. Et il y a eu ce fameux livre, Les deux Patrick, qui a été un véritable choc intellectuel. Et je me rappelle encore discutant avec Jean de Vigry, disant mais c'est pas possible, la France n'est pas morte, elle ne peut pas mourir. Enfin, j'étais vraiment, je vais pas dire hors de mes gonds parce que je comprenais très bien ce qu'il voulait dire, mais je ne voulais pas voir, la réalité. Et effectivement, on a tendance à dire, quand on voit l'état de la France, électroencéphalogramme plat. Et puis, ceci étant, cet ouvrage nous a obligés, et je pense que c'est excellent, à réfléchir vraiment à ce qu'était l'histoire de France, au rôle de l'idéologie. Et je pense que le grand mérite de Jean de Vigry, c'est de montrer à quel point la France était détruite par l'idéologie. Vraiment. Et comme quoi, il y a... tout cela est un mal, mais après avoir, examiné tous les arguments, on peut se dire que de ce mal peut sortir un bien. Et l'émission de ce soir et d'autres émissions qui à Radio Courtoisie le montrent d'abondance, c'est que nous sommes obligés, nous sommes acculés, nous sommes au pied du mur pour défendre la tradition, les principes, le thomisme, etc. et pour affûter nos argumentations. Et je pense que pendant longtemps, par exemple, on réfléchit au royalisme, et j'ai une certaine partie de ma famille qui a de tradition royaliste, et moi je voyais ça quand j'étais jeune comme une nostalgie, comme des beaux principes, mais de façon un petit peu paresseuse. Et il me semble que grâce à tout ce travail d'historien, grâce à toute cette argumentation, nous avons des armes pour approfondir ce qu'est vraiment la France. La France n'est pas une idéologie, mais encore faut-il le démontrer. Et l'idéologie est vraiment vous voyez, quand on voit les deux patries, on pense un petit peu à cette patrie révolutionnaire. Cette patrie révolutionnaire, c'est une marâtre. Elle mange ses enfants. Elle vit aux dépens de la chair de la France. C'est comme une tumeur cancéreuse. Et donc, nous devons prendre conscience de cette anomalie et, encore une fois, nous armer pour mieux nous défendre et puis pour revenir sur Terre. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans Jean de Vigry, c'est que ses écrits sur le XVIIe, XVIIIe siècle, sur l'éducation, sont des écrits, je dirais que c'est très très fouillé, très référencé, comme auraient dit mes collègues du CNU, mais c'est dit de façon très très simple, très belle, très familière. Tout à l'heure, Philippe Pichot-Bravard disait que Jean de Vigry était chez lui dans le XVIIe siècle. Et quand on lit ces livres, on a l'impression, et en particulier cette catholicité du XVIIe siècle, on se sent chez nous. On se sent effectivement chez nous, et il a une très très belle façon d'expliquer l'art aussi bien des meubles que de l'écriture, que de la poésie, que de la musique. Il le dit très bien, par exemple, il dit « L'invention, le goût et la technique atteignent la perfection. Un fauteuil est un miracle. Une soupière est un rêve. Ainsi, tout se civilise et se spiritualise. » Il sait faire flèche de tout bois pour montrer à quelle grandeur, à quelle beauté on a pu arriver, mais une beauté toute simple, une beauté toute
toute tranquille et qui n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas hors de notre portée. Ce n'est pas hors de notre portée. Et nous voyons bien, toutes ces dernières années, et bien qu'il y a quand même des belles choses, il y a une jeunesse absolument incroyable qu'on voit surgir, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais qui montre que, effectivement, la France est peut-être pas morte. Et Jean de Vigry, je pense, il l'a dit, effectivement, elle n'est pas morte, il y a des îlots. Et dans la deuxième édition des Deux Patries, montrait bien que, il fallait penser à une reconquête de la France à partir de certains îlots qui pouvaient se trouver un petit peu de part et d'autre du territoire. Voilà, c'est un petit peu confus ce que je vous dis, mais c'est tellement il y a tellement de richesses qu'il faudrait il faudrait le dire un petit peu plus de façon un petit peu plus allongée. Voilà. Non, c'est très bien. On sent que c'est pensé et vécu. Je n'ose pas dire ressenti. Ça fait un peu 18e siècle. Oui. Mais on sent que c'est vécu. Marie-Pauline de Swartz, ce que vous dites me fait penser à cette citation à laquelle vous pensez sans doute. Cette citation de l'avant-propos de la deuxième édition des Deux Patries, deuxième édition enrichie qui date de 2003 chez Dominique Martin-Morin. Oui. Voici ce que disait littéralement, ce qu'écrivait littéralement le regretté Jean de Vigry. Je ne vois pas pourquoi la mort de la France nous condamnerait à l'inaction. J'y verrais plutôt de pressantes raisons d'agir. Nous avons à conserver l'héritage et à le faire fructifier. Nous devons perpétuer la langue française, transmettre les usages de notre civilité, entretenir la flamme de notre civilisation. Cela n'est-il rien ? Un peu plus loin, la cité a disparu, mais il y a toujours des hommes vivants, et ceux-ci ont à survivre. Ils ont à se défendre tous les jours contre les agressions de l'État ennemi. Ils ont à se protéger à tout moment contre l'avilissement des mœurs et la désagrégation générale de la société. Fin de citation. Il faudrait relire cet avant-propos en entier. Il est extrêmement c'est magnifique, oui. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes appelés, quelle que soit la place, quelle que soit la fonction que nous occupons, nous devons nous atteler à cette résurrection, à ce relèvement. Moi, je parle de relèvement dans ce petit livre que vient de sortir L'Homme Nouveau, à partir de chroniques que j'avais faites justement pour le journal. Chronique d'une France à relever. Oui, et d'ailleurs, le terme de relèvement, je l'avais pris de Saint-Pédis, cette fameuse prophétie de Saint-Pédis qui parle de la France, qui est tombée et puis qui entend son Seigneur qui lui parle, qui lui dit mais enfin il était dur de regimber sous l'aiguillon. Nous y sommes là maintenant sous l'aiguillon. Il était dur de regimber sous l'aiguillon, mais car dans ton obstination, je devrais l'apprendre par cœur à chaque fois que je me le dis, dans ton obstination tu te ruines toi-même. Ça fait un moment que nous nous ruinons, et je suis étonnée que nous ne soyons pas plus ruinés. Nous nous tenons quand même encore à peu près. C'est quelque chose de quand même qui est quasiment miraculeux. Mais attention, c'est comme Notre-Dame, c'est comme la cathédrale de Notre-Dame. La Sainte Vierge a accepté qu'elle ne la protéger et elle a empêché de brûler complètement. Mais il faut nous relever. Nous devons nous relever. Par la vérité et aussi par l'action. Et oui, et je ne sais plus qui disait, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, ça doit être à Radio Courtoisie, et d'ailleurs on voit bien l'histoire de France le montre, on ne peut pas se relever tout seul. On ne peut pas se relever tout seul. Et Jean de Vigry qui aimait tellement ce XVIIe siècle, et le XVIIIe siècle, mais le XVIIe siècle parce qu'il y avait quand même cette chrétienté, il y avait cette convergence entre la foi des élites et la foi du peuple. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il va montrer avec le XVIIIe siècle que la foi du
peuple, elle est toujours là. Il y a, je trouve que ces descriptions de la vie dans les foyers, avec la prière du matin, la prière du soir, on fait son acte de contrition, etc. Mais c'est très touchant, et il explique cela parce qu'il l'a parce qu'il l'a vécu et transmis, cette dévotion privée et familiale, dans laquelle il a trouvé les ressources et diffusé les ressources. Exactement. Mais l'élite au XVIIIe siècle, eh bien, elle est prise par l'idéologie. Elle est prise par Rousseau, par Locke, par tout ce monde-là. Et nous sommes ici, en ce moment, cette élite. Alors convertissons-la ou changeons-en. Oui. Philippe Pichot-Bravard. Cette élite, elle était dans la religion horizontale, alors que le peuple était encore dans la religion verticale. Vous avez dit des choses vraiment très très belles tout à l'heure sur Jean de Vigry, Marie-Pauline Edeswart, et je rebondirais en faisant référence à un passage de son Histoire et dictionnaire du temps des Lumières, où il parle, un très beau passage, où il parle de la douceur de vivre de l'ancien temps, et il explique que cette douceur de vivre, elle tient à la civilisation chrétienne. C'est 18 siècles de chrétienté qui ont fini par adoucir les mœurs. Et en fait, dans sa conclusion des deux patries, il parle de la mort de la France, mais il nous offre dans toute son œuvre la source du relèvement dont vous parlez depuis quelques instants. La source du relèvement, c'est que la France revienne à Dieu. La France a été grande à chaque fois que la chrétienté a été fervente, au XIIIe et au XVIIe siècle, et à chaque fois qu'elle a tourné le dos à Dieu, elle a décliné. Ah oui, exactement. Et nous ne pouvons pas le faire croire et comprendre aux autres si nous ne le croyons pas nous-mêmes. On a tendance souvent à dire la religion c'est quelque chose qui va faire que notre action est encore un petit peu plus belle, que ça sera un peu plus chic, on dira une royauté chrétienne, etc. Non. Alors que c'est premier. Voilà, exactement. Ce n'est pas politique d'abord, c'est conversion d'abord. Exactement. Alors ce sera la conclusion. C'est pas du cléricalisme. Oui. Absolument pas. C'est la conclusion générale que nous donnons à cette émission d'hommage à Jean de Vigry. En vous remerciant, Marie-Pauline Edeswart, professeure émérite de droit public, auteure de Pour une politique naturelle, chronique d'une France à relever, aux éditions de L'Homme Nouveau, publié il y a quelques semaines. En vous remerciant, dis-je, pour cette entrevue. En remerciant également les autres invités de ce soir, l'abbé Georges Passera, prêtre catholique, bibliothécaire de l'Académie des Jeux Floraux, président de la Société d'histoire du Tarn-et-Garonne. Miguel Ayuso, professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel à l'Université pontificale de Madrid, et puis en plateau, Laurent de Capellis, journaliste, éditeur des Catholiques peuvent-ils encore agir en politique aux éditions de L'Homme Nouveau, ainsi que Philippe Pichot-Bravard, maître de conférence en histoire du droit public, auteur de La Révolution française en 2014 chez Via Romana. Cette émission s'achève. Merci donc à ces invités, à Benoît, à la technique, à vous tous qui nous écoutez. Nous nous retrouvons le jeudi 6 février. D'ici là, pensez à régler vos cotisations. Encore une fois, vous pouvez vous rendre samedi 11 à 10h à la Consolation dans le 8e arrondissement de Paris à la messe de Requiem pour Jean de Vigry. Vous pouvez également vous rendre le 21 janvier à l'anniversaire de la mort du roi Louis XVI à la messe solennelle de Requiem qui sera célébrée par le curé vraisemblablement de Saint-Eugène-Sainte-Cécile dans le 9e arrondissement de Paris. Je vous remercie chers auditeurs et je vous dis à dans 4 semaines. Da Rebour, Servalilium.